Et si je vous disais que Starbucks n'a jamais vraiment été une entreprise de café, que son produit phare n'était ni l'espresso, ni le latte, ni même ce fameux frappuccino, mais autre chose, quelque chose de beaucoup plus grand. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui, c'est comment une petite boutique discrète de Seattle, qui ne servait même pas de boisson, est devenue l'une des entreprises les plus puissantes et influentes du 21e siècle. Un empire qui a transformé nos villes, nos habitudes, et même la manière dont on perçoit le simple fait de prendre un café. Et surtout, comment un enfant pauvre, humilié par l'échec de son père, a décidé que plus jamais il ne vivrait sans dignité, et a construit un modèle économique si ingénieux qu'il rivalise aujourd'hui avec des banques et des géants de la tech. Tu penses que tu connais Starbucks? Accroche-toi. Et si tu veux que d'autres vidéos te fassent voir le monde autrement, abonne-toi, clique sur le bouton j'aime et laisse ton esprit s'ouvrir à ce qu'on ne t'a jamais raconté. Howard Schultz a 7 ans. Il ne le sait pas encore, mais il est en train de vivre l'un des moments les plus décisifs de sa vie. Son père vient de perdre son emploi. Un simple accident, il a glissé sur une plaque de glace. Résultat, hanches fracturées, chevilles brisées, pas d'assurance santé, pas d'économie et surtout, aucun espoir. Ce jour-là, l'enfant qu'est Howard découvre l'humiliation, la vulnérabilité, la violence silencieuse de la précarité. Et il se fait une promesse, plus jamais ça. Des années plus tard, cet enfant deviendra un milliardaire, le PDG visionnaire d'un empire mondial. Pas seulement dans le café, non, mais dans l'immobilier, la finance, la culture. Mais avant d'y arriver, il faut revenir au tout début, là où tout a commencé, à une époque où le café américain avait le goût du carton. Années 60. Un certain Gordon Booker voyage à travers l'Europe. À Rome, dans un petit café de rue, il commande un cappuccino. Et là, il a un choc. Le goût n'a rien à voir avec ce qu'il connaît. C'est riche, financial, équilibré. À l'époque, aux États-Unis, on boit du café instantané, bon marché, ou celui qu'on vous sert dans des mugs graisseux. Dans les dîners, c'est amer, plat, et personne n'en attend plus. Mais Gordon, lui, a eu une révélation. De retour au pays, il raconte son expérience à 2 amis. Ils ont une idée. Et si on apportait du café de qualité aux Américains? En 1971, sur le front de mer de Seattle, ils ouvrent la première boutique Starbucks. Mais attention, ce n'est pas encore le Starbucks que vous connaissez. Ils ne servent aucune boisson. Ils vendent des grains de café haut de gamme ainsi que le matériel pour faire son café à la maison. C'est presque une boutique d'épicerie fine. La croissance est lente, mais elle est réelle. En 1981, ils ont 4 boutiques et les connaisseurs de Seattle s'arrachent leurs produits. C'est à ce moment-là qu'un certain Howard Schultz entend leur nom pour la première fois. Howard est ambitieux, mais surtout, il a dû se battre pour chaque centimètre de sa vie. Il a grandi dans un quartier ouvrier. Il a vendu son sang pour pouvoir payer l'université. Et pourtant, en 1981, il est devenu vice-président dans une entreprise qui, par hasard, fournit du matériel à Starbucks. Il remarque une chose étrange. Une toute petite entreprise passe des commandes énormes. Intrigué, il décide d'aller voir par lui-même. Il entre dans l'un des magasins Starbucks de Seattle, goûte le café, et là encore, un choc. Il sent quelque chose, une possibilité. Il contacte les fondateurs et leur dit « Je veux rejoindre votre entreprise ». Mais eux ne veulent pas de lui. Même sa mère tente de le dissuader. « Tu fais déjà une belle carrière, tu as un avenir, pourquoi tout gâcher pour ça ?» Mais Howard s'en moque. Il ressent ce potentiel. Il écrit, il insiste, pendant plus d'1 an. Et finalement, il est engagé. Sans le savoir, il vient d'entrer dans l'histoire. Howard part en Italie, et ce qu'il y découvre va bouleverser toute sa vision du café. Ce ne sont pas seulement les saveurs, c'est l'ambiance, l'expérience. Dans ces petits bars italiens, les serveurs connaissent les prénoms de leurs clients. On ne vient pas seulement prendre une boisson, on vient vivre un moment, discuter, travailler, se retrouver. Howard rentre en Amérique avec un feu dans les yeux. Il déclare « Je veux créer ce 3e lieu, un espace entre la maison et le travail, une communauté, une expérience. » Il partage sa vision au fondateur de Starbucks, mais il refuse. On vend du café, on n'est pas un café, on n'a pas de serveur, on ne fait pas de boisson. Howard est brisé, son rêve est trop grand pour cette structure. Alors, en 1985, il décide de tout quitter et de lancer sa propre entreprise. 1985, Howard Schultz quitte Starbucks. Ce n'est pas une décision rationnelle, ce n'est pas une décision logique, c'est une décision de cœur. Il veut créer un lieu où le café ne serait plus seulement un produit, mais un moment de vie. Un lieu de passage, de pause, d'échange. Il choisit un nom italien, Il Giornal, le journal en français. Un clin d'œil à ces cafés d'Italie où les gens lisent le journal en sirotant un espresso. Mais créer une entreprise demande plus qu'une idée, il faut de l'argent. Alors Howard part à la rencontre d'investisseurs. Il en contacte 242. Et là, claque après claque, 217 lui disent non. Ton idée ne marchera jamais. Les Américains ne paieront jamais 3 $ pour du café. Tu veux vendre un produit avec un nom italien que personne ne comprend? Imaginez, à cette époque, une tasse de café coûtait quelques centimes. Et Howard voulait vendre ça 6 fois plus cher en misant sur l'ambiance. Personne n'y croyait. Mais lui, oui. Finalement, après des mois d'efforts,
il parvient à lever les fonds nécessaires. Il lance ses premiers cafés Il Journal et les clients adorent l'ambiance, le style, le rituel. Il est enfin en train de donner vie à sa vision du café. Mais le destin n'avait pas dit son dernier mot. 2 ans plus tard, les fondateurs de Starbucks veulent vendre l'entreprise et ils pensent immédiatement à Howard. Ils lui disent « Si tu parviens à trouver l'argent, l'entreprise est à toi. » Le prix, 3,8 millions de dollars pour 6 boutiques. Howard n'a pas cet argent, mais il a des contacts et surtout une réputation. Il repart à la recherche d'investisseurs et cette fois, il leur dit « Ce n'est plus juste un café, c'est une marque, un univers, une révolution. » Mais soudain, tout menace de s'effondrer. Un des investisseurs intéressés tente de le doubler. Il contacte directement les fondateurs pour leur faire une offre. Sans Howard, trahi, démoralisé, écrasé, Howard pense que tout est perdu. Mais c'est là qu'entre en scène Bill Gates Sr., le père du fondateur de Microsoft, un homme influent, respecté. Un ami d'Howard lui décroche une rencontre. Bill Gates Sr. l'écoute, comprend l'injustice et l'emmène avec lui chez l'investisseur voleur. Il le regarde droit dans les yeux et dit « Tu vas te retirer. Ce jeune homme va réaliser son rêve. » Et ça marche. L'investisseur recule. Et Howard lève enfin les 3,8 millions de dollars nécessaires. En 1987, il rachète Starbucks. Mais il ne va pas simplement en devenir le PDG. Il va en changer la nature même, à tout jamais. La première chose qu'il fait, fusionner ses cafés Il Journal sous le nom de Starbucks. Ensuite, il transforme les boutiques Starbucks. Fini la vente de simples sacs de grains de café. Désormais, on y sert les boissons sur place. On crée des recettes, on construit une ambiance, on forme les baristas à raconter une histoire dans chaque tasse. Howard veut créer un 3e lieu, pas la maison, pas le bureau, mais cet entre-deux où les gens peuvent respirer, un espace chaleureux, où l'on vous appelle par votre prénom, où vous pouvez revenir, encore, et ça marche. Les clients adorent, les files d'attente s'allongent, le bouche à oreille s'emballe. En quelques années, Starbucks devient bien plus qu'une marque. C'est un rituel quotidien. Entre 1987 et 2000, Howard Schultz propulse Starbucks de 17 à plusieurs milliers de boutiques. Et il décide de s'attaquer à un rêve plus grand encore, la conquête du monde. À la fin des années 90, Howard a un plan clair. Starbucks doit devenir mondial. Il a trouvé une recette qui marche, une ambiance qui séduit, une clientèle fidèle. Et surtout, des investisseurs qui le suivent les yeux fermés. Starbucks ouvre boutique après boutique, d'abord à New York, Chicago, Los Angeles, puis Tokyo, Londres, Manille. Chaque jour, de nouvelles boutiques ouvrent, 5, 6, parfois 7, par jour. Oui, un Starbucks toutes les 5 heures, 24 heures sur 24. À son apogée, Starbucks était partout. Chaque coin de rue, chaque centre commercial, chaque terminal d'aéroport, les gens faisaient la queue pour payer 4 $ leur café. Un phénomène culturel, un statut social, un geste automatique. Starbucks était devenu synonyme de café, presque une extension du quotidien. En l'an 2000, Howard Schultz se retire de la direction. Il veut se concentrer sur la stratégie mondiale. Son bébé est devenu une machine, et elle avance à toute allure. Mais une tempête se prépare. 2008. La crise financière mondiale frappe, forte, brutale, inattendue. Les consommateurs changent. Ils arrêtent les dépenses inutiles. Et quoi de plus dispensable qu'un café à 4 $? Le résultat est immédiat, les ventes chutent. Le cours de l'action plonge de 50%. La croissance s'arrête net. Mais le plus grave, c'est que cette crise révèle un problème bien plus profond. Pendant toutes ces années d'expansion, Starbucks a grandi trop vite, trop fort. Et ce rythme a dilué l'expérience client. Les boutiques sont devenues anonymes, les baristas de simples exécutants. Le café, sans âme, sans passion, sans magie. Howard observe tout cela de loin, et il comprend que Starbucks est en train de perdre son âme. Alors, il revient. En 2008, Howard Schultz reprend les commandes de Starbucks, mais cette fois, il ne veut pas croître, il veut ralentir, réparer. Il commence par des décisions que personne ne comprend. Il supprime les machines automatiques à espresso, trop rapides, trop industrielles. Il veut que les baristas redeviennent des artistes, que chaque boisson soit préparée à la main. Il réintroduit la mouture des grains sur place pour que l'odeur du café remplisse la boutique. Et puis, il prend une décision radicale, une décision qui fera la une des journaux. Il ferme toutes les boutiques Starbucks aux États-Unis pour reformer plus de 100 000 employés. Coût total, 7 millions de dollars. Objectif, réapprendre à faire un vrai café. Mais plus encore, c'est un message. Starbucks revient à ses fondamentaux, à l'expérience, à la passion. Contre toute attente, le pari fonctionne. En 2009, la croissance de Starbucks rebondit de 143%. Le géant est de retour, plus fort, plus humain, plus fidèle à sa vision. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire, car Starbucks n'a jamais été seulement une marque de café. Ce que peu de gens savent, c'est que Starbucks n'est pas seulement un vendeur de boissons chaudes, c'est aussi un empire immobilier. Oui,
Vraiment. On appelle ça l'effet Frappuccino. C'est un phénomène observé par les économistes. Quand un Starbucks s'installe dans un quartier, la valeur immobilière des alentours grimpe en flèche. Pourquoi? Parce que Starbucks repère les bons quartiers avant tout le monde. Des zones qui ne sont pas encore à la mode, mais qui ont du potentiel. Ils s'y installent avant que les prix ne montent. Puis leur présence attire d'autres enseignes, des restaurants, des commerces, des familles, et tout le quartier se transforme. Selon une étude de Quartz, entre 1997 et 2014, la valeur moyenne d'une maison américaine a augmenté de 65%. Mais celle d'une maison située à moins de 400 mètres d'un Starbucks, elle a augmenté de 96%. Incroyable, non? Et ça ne s'arrête pas là. Starbucks dispose d'une équipe entière dédiée à la sélection des emplacements. Elle analyse des tonnes de données, revenus moyens, flux piétons, âge moyen, urbanisme, potentiel de développement. Cette stratégie ultra précise leur permet de toujours miser sur les bons quartiers, avant tout le monde. Mais ce phénomène est aussi autoréalisateur. Quand Starbucks arrive dans une rue, les gens disent « Ah, ce quartier devient sympa. Starbucks s'y installe, ça veut dire que c'est en train de monter. » Et ça attire encore plus de monde, plus d'investissement, et donc plus de valeur. Certains appellent ça de la gentrification. Et ils ont raison. Beaucoup accusent Starbucks de transformer les villes en clones, de faire disparaître les petits cafés indépendants, d'uniformiser les rues. Mais qu'on les aime ou non, ils maîtrisent parfaitement l'art de créer de la valeur là où ils passent. Tu crois que Starbucks vend du café? Pas seulement. Tu crois que Starbucks gagne son argent avec les boissons? Pas exactement. Parce que ce que tu ne vois pas, c'est qu'en réalité, Starbucks agit comme une banque. Aujourd'hui, grâce à l'appli mobile Starbucks, tu peux charger ton compte Starbucks et utiliser ce solde pour payer en boutique. Et pourquoi les gens le font? Parce qu'ils reçoivent plus de points de fidélité, plus de récompenses. C'est pratique, rapide, rentable. Mais voilà le truc. Quand tu mets de l'argent sur ton compte Starbucks, tu viens de leur faire un prêt gratuit, sans intérêt, sans possibilité de retrait, sans protection bancaire. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a plus de 1,5 milliard de dollars stockés sur les comptes Starbucks à travers le monde. C'est plus que 85% des banques américaines. Oui, une entreprise de café a plus d'argent dormant que la plupart des banques du pays. Et le plus fou, contrairement aux banques, Starbucks n'a pas besoin de garder cet argent disponible. Puisqu'on ne peut pas le retirer, ils peuvent l'investir immédiatement. Dans l'ouverture de nouvelles boutiques, dans de l'innovation, dans de la croissance. C'est un avantage énorme, un pouvoir silencieux qui leur permet de faire croître l'entreprise sans dépendre des prêts bancaires ou des investisseurs externes. Starbucks a inventé un système de fidélité hyper rentable qui finance sa propre expansion, tout en renforçant la dépendance émotionnelle du client. Aujourd'hui, Starbucks est l'une des entreprises les plus puissantes de la planète. Son chiffre d'affaires annuel dépasse les 36 milliards de dollars. Elle emploie plus de 400 000 personnes dans le monde et possède plus de 32 000 boutiques, réparties dans plus de 80 pays. Et devine quoi? Seule une petite partie des revenus vient du café noir classique. La majorité provient des boissons personnalisées, comme les latte vanille, frappuccino, macchiato caramel et autres créations qui coûtent jusqu'à 7 $ la tasse, mais aussi des produits dérivés, des ventes d'accessoires, des abonnements, des collaborations avec des artistes et même des éditions limitées. Starbucks, aujourd'hui, est une marque lifestyle, une esthétique, un symbole. Et Howard Schultz, dans tout ça, l'homme parti de rien, le fils du livreur tombé sur la glace, est aujourd'hui à la tête d'une fortune estimée à plus de 3,5 milliards de dollars. Il a été PDG de Starbucks à 3 reprises, chaque fois pour relancer l'entreprise au moment crucial, et même s'il n'est plus officiellement aux commandes aujourd'hui, son empreinte est partout. Il a bâti bien plus qu'une entreprise. Il a bâti un univers, un réflexe quotidien, une habitude mondiale. Alors maintenant, regarde bien autour de toi, dans la rue, dans les gares, dans les aéroports, Starbucks est là, discret, mais omniprésent. Tu pensais que c'était du café? Tu sais maintenant que c'est bien plus que ça. Un lieu de vie, un outil d'investissement, une banque silencieuse, un levier immobilier et un monstre de marketing comportemental. C'est ça Starbucks, et c'est ça, le vrai produit, pas le café, mais toi, ta fidélité, ton habitude, ton temps et ton argent, et voilà. Tu sais maintenant que Starbucks n'est pas seulement une histoire de café, c'est une histoire d'habitude, de pouvoir et d'un empire silencieux. Mais crois-moi, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Le monde est rempli de marques qui manipulent nos désirs sans qu'on s'en rende compte. Alors si tu veux continuer à voir l'envers du décor, à découvrir ce qu'on ne te dit jamais, abonne-toi, clique sur j'aime et prépare-toi pour les prochaines révélations.